Bonjour et bienvenue dans notre émission Radio Poney, le podcast qui parle cheval. Aujourd'hui, à l'occasion d'une manche du championnat de France de trek, nous allons vous parler d'une discipline équestre pas comme les autres, dans laquelle les cavaliers sont plus à l'aise en plein air qu'au milieu d'un bac à sable. Céline, des écuries de la Jouve, avec son armée de bénévoles, organise cette année la manche qui a lieu à Redon en Bretagne. Mais avant d'aller plus loin, le trek, qu'est-ce que c'est ? Alors, TREC, technique de randonnée équestre en compétition. Donc, ce sont 3 épreuves qui se déroulent sur 1 ou 2 journées en fonction des niveaux. Et on a la course d'orientation qui se déroule évidemment dans les chemins et dans la campagne. La maîtrise des allures qui est une épreuve de dressage avec sur un couloir de 100 ou 150 mètres. Le galop le plus lent et le pas le plus rapide qui sont chronométrés et qui donnent lieu à une notation et des points sur 60. Et le PTV, parcours en terrain varié, qui est l'enchaînement de 14 à 18 dispositifs en fonction des catégories. Et où là, on franchit des dispositifs qui sont inspirés de l'équitation d'extérieur, des situations qu'on rencontre en extérieur. Et où on montre l'harmonie qu'il y a entre le cheval et le cavalier. Ils sont évalués à chaque dispositif. Alors historiquement, le tourisme équestre se développe en France dans les années 70 et en 1987, la dénomination Trek, TREC, est inventée par l'Association nationale de tourisme équestre. Cette discipline prend ses sources directement dans le milieu du tourisme équestre grâce à des randonneurs qui souhaitaient pouvoir mesurer les compétences équestres nécessaires à la pratique de la randonnée. En cette année 2022, la particularité est que le championnat du monde de trek se tiendra en France. C'est pourquoi en ce week-end du 4 juin, la pression monte chez certains participants. Car Thierry, le sélectionneur des équipes de France, scrute les épreuves. Donc Thierry, vous êtes sélectionneur pour l'équipe de France de trek, c'est ça ? Oui, tout à fait. Sélectionneur des équipes de France de trek. L'équipe de France junior, l'équipe de France jeune cavalier, l'équipe de France senior. Donc quand vous venez ici aujourd'hui sur des épreuves comme ça, c'est à la fois pour, j'imagine, coacher vos équipes et en même temps peut-être pour du recrutement ? Oui, c'est ça, c'est surveiller déjà les performances des gens qui font partie des groupes France et puis éventuellement détecter de nouveaux talents parce que être membre de l'équipe de France, des groupes France, c'est un fait, mais il nous arrive de temps en temps de repérer des gens qui montent bien, qui ont des bons chevaux et donc de pouvoir leur proposer de rejoindre ce groupe-là. Et surtout cette année, on a la chance d'avoir le championnat du monde fin août en France. Et donc on a le double de place. Le pays organisateur donc, a la possibilité d'avoir 12 seniors, 12 jeunes et 6 juniors. Donc on a besoin d'avoir un groupe France élargi. Quelles sont les bonnes qualités pour être un bon cavalier de trek ? Oula, il faut beaucoup de qualités, d'abord beaucoup de technique, aussi bien pour le POR, parce que la lecture de cartes à ce niveau-là, c'est compliqué, c'est très précis, faut être très rigoureux, avoir beaucoup de méthodologie, et puis surtout avoir un mental, parce que ça dure long, il passe des heures à cheval, et rester concentré jusqu'au bout, ne pas lâcher son attention, quelle que soit la fatigue, les petits moments où on peut être un peu perturbé, etc. Donc voilà, faut des capacités techniques, mais des capacités physiques, il faut être un peu endurant. Et puis après, le lendemain, comme aujourd'hui, sur la maîtrise allure et le PTV, il faut être bon technicien et puis avoir un cheval bien dressé, bien éduqué, parce que c'est très varié le trek, entre la maîtrise d'allure. C'est difficile d'avoir un cheval qui galope doucement, c'est difficile d'avoir un cheval qui marche vite sans faire de rupture. Et puis ensuite, le travail sur le PTV est quand même très divers, très varié, entre les exercices à cheval, les exercices à pied, les exercices de style, les exercices à choix d'allure, etc. Donc c'est une discipline très complète, donc il faut avoir un panel de connaissances assez important. En effet, ce week-end, ils sont 55 participants inscrits et les épreuves vont bientôt commencer et pour certains, l'enjeu est donc très important. Nous sommes le 4 juin 2022 et aujourd'hui, nous allons assister à l'une des épreuves emblématiques des compétitions de trek, le parcours d'orientation et de régularité, le POR. C'est une course d'orientation à cheval durant laquelle les participants doivent trouver leur chemin à l'aide d'une carte et d'une boussole. Même mon téléphone portable.
Oui, mais ça me perturbe tellement. Quoique on l'éteint. Et parfois, la réussite d'un PER repose avant tout sur le démarrage de l'épreuve. Tout commence à la salle des cartes, au moment où les participants doivent reporter le tracé du parcours sur leur carte pour pouvoir s'orienter. Ils ont pour cela 20 minutes et ils doivent recopier leur tracé. Donc là, c'est la préparation pour la salle des cartes, c'est ça? Là, c'est ça, c'est la vérification du matériel des cavaliers avant d'entrer en salle des cartes. Ils vont attacher leurs chevaux, ils vont préparer leur matériel et puis après ils vont se présenter au contrôleur de la salle des cartes. Et pour cette épreuve, je suis allé directement demander à Laurence, la responsable du dispositif, quelques conseils pour bien réussir cette épreuve d'orientation. Elle nous explique comment progresser sur cette épreuve. Les bons conseils pour préparer un PER, c'est s'entraîner en topographie déjà, et puis être très observateur. Pour faire de la topo, il faut savoir regarder autour de soi et passer de la carte au terrain, du terrain à la carte. Ça demande d'être hyper attentif sur tous les éléments de notre environnement, sur les éléments de la carte. Alors, quand on prépare la carte en salle des cartes, qu'est-ce qu'il faut faire exactement? On doit recopier le tracé qui est fourni par le chef de piste. Et on doit le recopier de la manière la plus précise possible, puisque après, quand on va être parti sur le terrain, on n'aura plus que la carte qu'on a recopiée et on doit être le plus précis sur l'itinéraire en permanence. On ne sait pas où sont les contrôles, donc il va falloir être précis tout le temps. Et n'allez surtout pas en demander trop au niveau des conseils, parce que la réponse est catégorique. C'est secret défense. En plus, là, il y a plein d'oreilles qui traînent, donc même si j'en avais, je ne les donnerais pas. Ça me va. Le message est passé, c'est noté, pas de conseils supplémentaires. Du coup, je suis allé demander à une participante quels étaient les équipements essentiels pour réussir un parcours d'orientation et de régularité. Nous avons une petite réglette qui nous permet d'un peu de voir les distances. La boussole essentielle. Et après, voilà, différentes sortes de stylos pour remarquer, mettre en lumière les petits pièges. Voilà. Alors pourquoi on n'utilise pas tout simplement un GPS ? C'est interdit. C'est interdit. On a aussi le téléphone pour partir en sécurité, mais le téléphone éteint dans une sacoche. Voilà. Qui est scellé, et si jamais... Exactement. Et on vérifie le scellage à la fin, c'est ça ? Bon courage. Merci. Ensuite, les concurrents partent à cheval, carte à la main, avec pour objectif de trouver toutes les balises pour bien valider leur parcours. En théorie et en fonction du niveau, la distance à parcourir va de 10 à 15 km. Pour assurer le contrôle des balises, des bénévoles sont placés tout au long du parcours. Il est 7h du matin, l'épreuve commence à 8h et Florence se prépare. C'est mon deuxième gourde, mais j'ai plus de place. T'as prévu suffisamment de café ? Ouais, je crois que je vais être pas mal. Je suis censée rester en planque, genre peut-être, si tout va bien, 5 heures. Mais s'il y en a qui me trouvent jamais, que je les vois pas passer et qu'on vient pas me chercher, ça se trouve ce soir je serai encore sur mon point de contrôle. Les participants ont passé plusieurs heures sur le parcours d'orientation et de régularité. C'est une journée entière qui est consacrée à cette épreuve, à ce niveau-là. Pascal, un bénévole chevronné, a participé à l'organisation de nombreux treks. Il m'explique l'intérêt de cette discipline et de l'épreuve de PER en particulier. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, particulièrement, dans le parcours d'orientation et de régularité ? Qu'est-ce que ça apporte comme épreuve ? Parce que c'est pas une épreuve qui est habituelle dans les compétitions équestres. Ouais, ça apporte le fait d'être à cheval, dans la nature, avec une carte, une boussole, et puis justement de découvrir des paysages, de découvrir d'autres endroits, d'autres régions à cheval, même si quand on tient sa carte, quand on a sa carte et sa boussole et qu'on est en train de chercher ses distances, de calculer ses distances, on n'a pas beaucoup de temps pour regarder le paysage, mais voilà, c'est le plaisir d'être en extérieur avec son cheval, quoi. Pendant plusieurs heures. Par ailleurs, et au-delà de la dimension nature, le trek est une discipline qui permet une relation toute particulière avec le cheval. C'est ce que me confirme également Bernard. Ça demande d'avoir une bonne complicité avec le cheval, le trek. Énormément. Aussi bien sur le parcours d'orientation, où le cheval doit vous faire confiance, par exemple, sur les chemins que vous allez emprunter,
mais surtout sur le PTV, le parcours en terrain varié, et puis bien sûr la maîtrise des allures, qu'il ne faut pas négliger parce que c'est quand même 30 points sur la maîtrise des allures au galop et 30 points sur la maîtrise des allures au pas. Une seule faute sur le parcours au galop et une seule faute sur le parcours au pas et vous avez 0. Donc voilà, c'est binaire là, la maîtrise des allures. 30 points au pas à la maîtrise des allures, ça correspond à 3 dispositifs au PTV, puisque les dispositifs sont notés sur 10, donc 3 x 10, 30. Bon, bah voilà, donc si on a déjà 30 points de retard, si on a comme dit Bernard, si on a perdu, donc si on a fait une faute au pas, donc on perd 30 points. Et ces 30 points, c'est difficilement rattrapable puisque c'est l'équivalent de 3 dispositifs notés chacun à 10. Et justement, nous voici déjà à la deuxième journée d'épreuve. Nous sommes le 5 juin 2022 et les équipes se préparent pour la journée. Alors, Denis, tu préfères être au départ et t'occuper du chrono, ou est-ce que tu préfères être à l'arrivée et je m'occupe du chrono, enfin la notation, etc. Je sais pas, mais on n'a pas de secrétaire du coup. Si, il y avait Rocaille. Là, nous sommes avec les juges qui vont évaluer la première épreuve de la journée, la maîtrise des allures. Bon, pour les zones, à partir des amas 2, t'as cerné. 150, on change de plan. Donc, on répète des choses que vous devez connaître, mais on répète quand même. Les zones A, B, C, c'est A, B, C sur le galop, et dans l'autre sens, c'est C, B, A. Okay. La zone C reste C. Pour les ruptures, uniquement pour les amateurs, mais pour les amas 3 aussi, ça peut être du galop désunis. Alors le galop désunis, c'est-à-dire que au lieu d'avoir un diagonal, vous aurez un latéral qui se pose. De l'aubain, du devant ou du derrière, là vous verrez successivement un diagonal, un latéral, un diagonal, un latéral. Voilà. Si vous avez un doute, c'est le bénéfice du cavalier. On ne dit pas « il me semble que ». Il me semble que, non, c'est « j'ai vu » ou « je n'ai pas vu ». On ne se concerte pas entre juges, évidemment, et on fait le brief à la fin de chaque catégorie. Vous faites un brief sur les ruptures. Ou on le fera. Ou à la fin. Ou à la fin, ça tout dépend. À la fin, non, parce que si ça s'enchaîne, on n'aura peut-être pas le temps. Pour cette épreuve, les cavaliers doivent donc maîtriser l'allure de leur cheval. La consigne peut donc paraître paradoxale. Demander au cheval un galop lent, puis un pas rapide. Comme dirait un conseiller fédéral suisse, il s'agit d'aller aussi rapidement que possible et aussi lentement que nécessaire. Cela vous semble compliqué ? Pas de souci. Céline est une spécialiste. Je suis allé lui demander des conseils pour la maîtrise des allures. Oh là là, il y en a plein. On cherche à avoir un cheval très calme, avec un galop le plus lent. Donc il faut avoir bien détendu, qu'il soit bien échauffé musculairement. Et puis qu'il reste bien dans le couloir. Au départ, c'est aussi ça le challenge, en plus de garder l'allure sur une longue distance. Et puis petit à petit, plus on monte dans les catégories, plus dans le travail sur le plat, on travaille à raccourcir son galop pour obtenir le plus de points possible. Sur la détente, on travaille beaucoup les transitions. Donc les transitions, c'est les changements d'allure. Et puis un cheval très connecté, très calme. Tout se joue à la détente en fait. Une bonne partie, ouais, effectivement. Alors surtout quand il y a eu un POR assez long, il faut prendre le temps de bien marcher nos chevaux pour qu'ils aient le temps de se délier de leur courbature. Et comme vous vous posez sûrement la même question pour le parcours en terrain varié, le PTV, voici les conseils de Thierry, le sélectionneur de l'équipe de France de Trek. Pour vous, quels seraient les bons conseils pour bien s'entraîner au PTV ? On va d'abord prendre des cours d'équitation, parce que de plus en plus, le trek, c'est avant tout de l'équitation, et donc il faut avoir des bases solides de travail sur le plat, des bases solides à l'obstacle. Et puis ensuite, il faut effectivement se rapprocher de centres de tourisme équestre ou de club hippique ou de coachs qui sont un peu spécialisés dans la discipline. Mais avant tout, il faut avoir des bases, disons, classiques
assez poussée. Oui. Et ça, c'est exactement ce que Bernard, le bénévole, m'a confirmé par ailleurs. Toute proportion gardée, je trouve quand même une certaine similitude entre le trek et le concours complet. Les similitudes, c'est que effectivement c'est un peu plus sur le temps long, le concours complet, parce qu'il y a quand même 3 disciplines. Donc quand ça commence à être un certain niveau, c'est sur plusieurs jours. Après, je dis bien toute proportion gardée, parce que on n'est pas sur la même technique équestre, on n'est pas sur les mêmes hauteurs de sautant, et puis sur le cross, ce ne sont effectivement que des obstacles sautants, alors que sur un PTV, on a des dispositifs sautants, mais aussi un gué, aussi un slalom, aussi une maniabilité, aussi des dispositifs à franchir à pied, etc. Mais le fait qu'il y ait plusieurs tests, et puis que ce soit sur le temps long, comme disait Bernard, moi je trouve qu'il y a une certaine similitude. Au final, la discipline du trek peut s'avérer plus technique qu'il n'y paraît. Alors c'est une discipline très complète, puisqu'on fait appel à beaucoup de compétences, et de la part du cavalier et de la part du cheval. C'est très exigeant, puisqu'on est amené pour la maîtrise des allures, mais aussi pour le PTV, à beaucoup travailler sur le plat et en dressage. Et puis il nous faut un cheval parfaitement sécure en extérieur, puisqu'on va traverser toutes sortes de situations. Voilà. Et puis après il y a aussi la course d'orientation qui est très particulière, où là c'est le cavalier qui doit être très compétent. Donc voilà, c'est beaucoup de compétences variées. Sur le PTV, notamment par rapport aux autres disciplines, il y a des changements de rythme. C'est-à-dire que parfois on est sur des dispositifs où il faut avancer, et juste après, quelques dizaines de mètres après, un dispositif dans lequel on doit être au pas, dans le calme, voire à l'immobilité pour un montoir. Et ça, pour les chevaux, c'est parfois compliqué à comprendre. Et alors, qu'est-ce qui fait que les cavaliers aiment la discipline de trek ? Ça s'adresse vraiment aux cavaliers d'extérieur. Et puis, justement, je pense parce que c'est varié et qu'on peut se sentir bien dans une des 3 épreuves ou dans les 3, mais qu'on peut avoir aussi des cavaliers qui ont des préférences. Mais aussi parce que ça améliore notre cheval d'extérieur. C'est-à-dire qu'en travaillant les dispositifs, on a un cheval en extérieur quand on part en balade ou en rando, quand on a bossé les dispositifs sur le PTV, qui est plus pratique en fait, plus agréable. Et pour lui aussi, c'est plus simple de comprendre ce qu'on attend de lui. Et vous l'avez compris, la relation entre le cavalier et sa monture sont beaucoup mis au centre de la discipline. Et évidemment, le bien-être du cheval est pris en compte, et il n'est pas question de faire concourir un cheval qui aurait le moindre problème. J'ai donc demandé à Loïc, le vétérinaire qui examine les chevaux sur cette épreuve, quels étaient les signes à observer lors de la visite véto. On regarde essentiellement s'il boite et s'il est en capacité de concourir. C'est avant tout du bien-être animal pour être sûr que le cheval est bien et que tout va bien sur son bien-être en fait. C'est d'abord ça. Qu'est-ce qui peut empêcher un cheval de concourir ? Une boiterie principalement ça. Et donc quels sont les observables pour savoir si un cheval boite ? La tête parce qu'elle indique, en tout cas pour les boiteries antérieures, dès qu'on a une boiterie sur un antérieur, la tête n'est pas régulière et elle tombe particulièrement sur l'antérieur qui n'est pas boiteux. Voilà. Et pour les postérieurs, ce sont des raideurs ? Plutôt des raideurs, oui, le bassin, la forme, plutôt ça. Merci beaucoup. Je t'en prie, bonne journée. En plus de Loïc, Céline, Pascal, Florence, Bernard et Laurence, ce sont plus de 50 bénévoles qui ont contribué à la réussite de cet événement. Et pour eux, il n'y a qu'un mot à dire, et c'est Thierry qui le dit. Puis merci aux organisateurs d'avoir investi beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, parce que organiser une épreuve de ce niveau-là, c'est compliqué. Ça demande beaucoup d'investissement, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de préparation. Il y a beaucoup de pression parce qu'il n'y a que 5 épreuves comme ça dans l'année. Donc tout le monde a à cœur de réussir ce challenge. Et donc voilà, c'est un gros travail. Donc merci à eux et puis à tous les bénévoles parce que ça demande beaucoup de monde aussi pour
pour faire ce travail-là. Plus que dans d'autres disciplines. Bah oui, pour les mêmes raisons qu'on évoquait précédemment, c'est que à partir du moment où c'est une discipline qui prend du temps, il faut du monde sur le POR, il faut du monde sur le jugement des épreuves, mais il faut aussi du monde sur l'organisation, sur les repas, sur l'intendance, voilà, c'est un gros travail. En effet, le week-end a été un véritable succès. Pour ma part, j'ai passé un moment très agréable et c'était un vrai plaisir de voir tout ce monde réuni pour ce bel événement. Il faut dire que les repas étaient particulièrement bons et que la buvette toujours au top. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Radio Poney. Très bonne journée!